Bonjour à tous. Alors nous allons avec Jean vous faire un exposé à deux. Christine Aubry aurait bien aimé être là, mais elle avait un souci aujourd'hui et elle regrette, mais elle a tout à fait contribué avec nous à la construction de cette présentation. Alors comme Isabelle l'a dit, la grande question aujourd'hui, c'est celle qu'on voudrait un peu vous présenter, c'est finalement, est-ce qu'on est dans une vision très prométhéenne d'un aménagement urbain où on maîtrise tout, où la végétation est complètement... les animaux, cette faune, cette flore sont dans un cadre de maîtrise totale? Ou est-ce qu'on pourrait, et quel en serait l'intérêt, d'aller vers une vision plus orphéenne, du laisser-faire, de cette spontanéité dont parlait Isabelle. Donc c'est un peu autour de ces questions que nous allons échanger avec vous aujourd'hui. Alors évidemment, pour rentrer un peu et pour vous expliquer un peu nos points de vue, on passe par cette vision de la perception. Finalement, quelle est notre perception de cette nature? La nature, c'est ce qui n'est pas l'homme, c'est ce qui est hors de l'homme, dans notre environnement, et notre environnement, c'est vraiment ce qui est nous. Alors je parle d'abord d'une perception qui est sous influence. Quand on cherche un peu la définition de ce qu'est la perception, eh bien, on lit que finalement, c'est une opération psychologique complexe pour laquelle l'esprit, en organisant les données sensorielles, se forme une représentation des objets extérieurs et prend connaissance du réel. En fait, notre perception est une interprétation. Il n'existe pas de perception isolée, non influencée. Donc toute perception est initialement structurée par des représentations qui sont liées à nos histoires, à nos expériences. Et donc ce que l'on voit finalement, ce n'est pas nécessairement une réalité, c'est plutôt finalement une interprétation que nous faisons de ce que nous voyons. Ce qui fait que si on interrogeait un certain nombre de personnes sur sa perception là, aujourd'hui, eh bien on aurait plein d'interprétations différentes. C'est ce qui fait la richesse de tout cela. Donc, ce que chacun voit est différent de ce que voit l'autre. Et on n'a donc pas une seule perception d'un lieu, mais on en a nécessairement plusieurs. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante. Ensuite, ce qui est important, c'est que notre perception, elle n'est pas toujours stabilisée. C'est-à-dire qu'elle peut évoluer. Ce que écrivait Morin, c'est qu'entre le cerveau humain et son environnement, il y a ce qu'on appelle une information gap. C'est-à-dire que l'information de l'un à l'autre, elle est aléatoire, brouillée, soumise à une possible erreur, puisqu'il y a cette interprétation. La dernière chose, et ça c'est très important, et ça c'est les psychologues qui nous renseignent là-dessus, notre perception, elle est en permanence en recherche de constance. Gibson, en 1986, il écrivait que par le biais de la perception, les individus sont à la recherche de ce qui est constant au sein de la modulation continuelle du changement perpétuel qui accompagne leur mouvement dans le monde. Et donc, si on essaye de se replacer par rapport à cette nature, donc qui n'est pas nous, ce qui est autre, eh bien, la recherche de constance se traduit par une volonté, c'est comme ça, d'avoir une nature immuable, facile à fixer en tant que telle. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Ainsi, nous avons tendance à vouloir une nature très figée, très ordonnée, cadrée, ce qu'elle n'est absolument pas. Donc vous voyez un peu, déjà dans notre perception, nous avons une mauvaise interprétation. Ensuite, on a tendance à penser la nature comme si elle était extérieure non seulement à l'humanité, mais également à l'histoire du monde, comme si le monde naturel, finalement, n'était qu'un décor immuable, inerte, où se déroulent les activités humaines. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, mais qui n'a pas nécessairement lui-même sa propre évolution. Et donc, finalement, en la considérant comme immuable, figée, qui est là, dans un décor, eh bien, la nature prend un caractère quantitatif mesurable et surtout manipulable à souhait, sans réflexion aucune sur sa propre dynamique, son autonomie, son histoire évolutive et ses trajectoires futures. Et ça, c'est fondamental d'avoir cette conscience de ça. Parce que
on a besoin, nous, de mettre dans des cases, on a besoin d'avoir quelque chose de réglé, figé, qu'on peut manipuler à souhait. Le problème, c'est que la nature, elle n'est pas du tout ça. La nature, elle est dynamique, elle a un mouvement, etc. Et évidemment, à vouloir la mettre dans des cases, ça ne marche pas toujours parce qu'on supprime cette dynamique. Et finalement, ça peut avoir un coût. Donc, notre perception est faussée. Ainsi, l'homme, par ce biais de perception, n'est pas au plus juste de ce qu'il devrait faire quand il gère son environnement. Et parfois, et c'est de plus en plus important, hein, puisque nous sommes dans un monde qui a toujours été changeant, mais aujourd'hui, ce changement, il est de plus en plus prégnant et de plus en plus rapide. Et donc, quelque part, et c'est la question qu'on pose ici, est-ce que finalement, donner un peu de lest, un certain laisser-faire, hein, on rejoindrait un peu la vision orphéenne dont je parlais au début, à des modes de gestion proposés pour être une alternative plus payante dans tous les sens du mot. Voilà, question on la pose. Alors, qu'en est-il dans les aménagements? Eh bien, aujourd'hui encore, malheureusement, les aménageurs sont encore aujourd'hui dans le rejet d'une biodiversité végétale spontanée. La végétalisation arrive en généralement à la fin des projets d'aménagement. Hein. C'est tout d'un coup, on se dit « Ah mince, on a oublié ». Donc, on va rajouter un arbre par-ci, une prairie par-là. Avec une fonction majoritairement esthétique. On revient un peu à cette vision de quelque chose, alors figé, fixé, mais qui nous plaît bien, quoi, qui ne bouge pas, quoi. C'est un décor, c'est un tableau. Un point de vue majoritairement techniciste, hein, on pense maîtriser complètement le vivant. Hein. On dit, j'ai mis ma pelouse, donc c'est bon, quoi. Si un arbre est prévu, ne tient pas, finalement, on le remplace. C'est pas grave. Voilà. Donc, ouais, mais... marche plus. Ah, voilà. Donc, la question, c'est finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et oui, c'est possible, et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer par un ensemble d'exemples. Il existe un intérêt croissant pour des formes plus spontanées de la végétalisation de la part de certains acteurs, des visions plus fonctionnelles, hein, Isabelle en parlait, donc des fonctions attendues de la végétalisation en ville portées par des scientifiques et certains acteurs de la ville. Mais ça pose un certain nombre d'interrogations. Maîtriser jusqu'où, jusqu'à quand? Quel coût pour une adaptation au changement climatique? Et donc je laisse Jean qui va un peu illustrer ses propos. Voilà. Bonjour à tous. Alors, je ne me suis pas présenté. On a présenté tout à l'heure Nathalie, professeure d'écologie à AgroParisTech. Moi, dans cet établissement, j'enseigne l'agronomie. On est donc collègues, pas sur les mêmes champs. Et donc je rebondis sur ce que tu dis et j'étais frappé par la façon dont tu décris cette perception qu'on a un peu immuable de la nature. Et j'aime bien faire les parallèles entre ce qui se passe dans l'urbain et ce qui se passe dans le rural, qui est mon domaine d'origine, on va dire. Et on avait une expression autrefois, c'est l'ordre éternel des champs. Je crois qu'on la doit à Camille Duby. Et c'est un peu de la même manière, hein, la nature en ville, mais aussi la façon dont est organisée la campagne. On en a vraiment une perception de quelque chose d'extrêmement immuable, alors qu'en fait, en réalité, ce sont des choses qui fonctionnent, qui évoluent tout le temps, qui sont en perpétuel changement. Et il est, à mon avis, très important de comprendre la dynamique de ces changements. Alors, concernant la suite de l'exposé, on a choisi quelques exemples pour vous montrer comment ça évolue, tout ça, et comment de plus en plus, alors j'aime bien l'expression aussi qu'employait Christine Aubry, on lâche la bride au végétal, c'est-à-dire de plus en plus, on va vers des formes plus spontanées, je ne veux pas dire naturelles, ça va pas le faire, mais des formes, disons, moins strictement contrôlées de la végétation en ville. Alors on a pris un premier exemple, là, qui était sur le chemin de fer de Petite Ceinture, où la ville de Paris laisse à certains endroits, dans certaines sections, la nature spontanément reprendre ses droits, ce qu'elle fait souvent d'ailleurs assez rapidement, et des espaces verts donc, qui sont là absolument très peu gérés, sur lesquels la main de l'homme n'intervient que très peu. Alors c'est ce que tu soulignais aussi dans ta présentation, c'est des questions que cela pose. Donc il y en a de deux ordres. C'est comment suivre finalement d'une façon ou d'une autre, sans trop y intervenir, ces espaces. Et puis ça pose aussi la question, ça ce serait
plutôt dans l'espace, et puis la question dans le temps, jusqu'où laisser la nature reprendre ses droits. Autre exemple qui se développe à l'heure actuelle, en anglais les wheel roofs, on va dire les toits sauvages, hein, les toits sauvages, c'est-à-dire des toits sur lesquels, plutôt que d'installer des tapis de sébum, ou des jardins, on le verra tout à l'heure, des jardins urbains, eh bien on va laisser se recréer naturellement des écosystèmes. Alors là encore, ça pose toute une série de questions autour du suivi. Mais surtout, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant, car ces wheel roofs, ils représentent quand même quelque part un intérêt scientifique pour l'écologue que tu es d'ailleurs, puisque ça va être des lieux dans lesquels on va pouvoir comprendre les dynamiques de réinstallation de la biodiversité, qui ne sont pas seulement la biodiversité végétale, les plantes qui vont qui vont s'installer sur le substrat qu'on mettra en place au-dessus du toit, mais cette substrat, ce sera la première, je ne sais pas comment je veux dire, le premier maillon, le premier étage d'un écosystème plus complexe, puisque vont venir s'y mettre des pollinisateurs, et puis après tous des cortèges d'insectes, et finalement se reconstituer des écosystèmes, et en particulier des chaînes trophiques au niveau de ces toits sauvages. Donc cette nature-là qu'on laisse plus libre, ce lâcher bride, ce lâcher prise du végétal, il représente à la fois un intérêt puisqu'il souligne une modification de notre perception, la perception de l'humain sur le végétal en ville. Il présente aussi un intérêt scientifique parce qu'il va nous permettre de mieux comprendre comment la biodiversité s'installe en ville. Parce que dire que végétaliser la ville, c'est agir favorablement pour la biodiversité, c'est bien, mais essayer de comprendre les dynamiques et de mesurer scientifiquement comment ça se passe, c'est beaucoup mieux. Alors, autre exemple, donc un autre secteur sur lequel d'ailleurs on attend plus l'agro dans les espaces urbains, c'est l'agriculture urbaine. Alors je rassure tout de suite Isabelle Richard, rassure-toi, l'agriculture urbaine, c'est pas seulement un effet de mode éphémère, c'est une crainte qu'on avait quand on a introduit cette thématique dans les travaux de la chaire. On est maintenant un peu plus rassuré. Il semblerait bien quand même que l'agriculture urbaine, enfin, on est assez confiant, c'est un mouvement de fond et qui est appelé à se développer pour différentes raisons, et je vais en expliquer quelques-unes. Mais ce qui est frappant, c'est dans la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée autour de laquelle on travaille d'une nature plus libre, eh bien, il se manifeste aussi là où on ne l'attendrait pas, justement dans les jardins urbains. Et là, voilà ce que peut-être l'image qu'on se fait d'un jardin urbain, c'est-à-dire quelque chose de très ordonné, de très dans lequel la moindre mauvaise herbe, c'est ce thème-là que Christine Aubry nous a choisi de traiter. Le sort des mauvaises herbes. D'abord, premièrement, j'hésite à peine à parler de mauvaises herbes devant ma collègue écologue. Il n'y a pas d'herbe mauvaise. On préfère plutôt utiliser le terme d'adventice dans notre jargon. Donc, prenons les adventices. Donc, un jardin très très soigné dans lequel tout adventice n'a aucune chance de survie. Eh bien même dans cette manière de conduire le jardin évolue. Ça, c'était la phrase. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des mauvais jardiniers. Bon, voilà. Eh bien, ces jardins évoluent, pas tous, mais une proportion de plus en plus importante d'entre eux, vers des formes beaucoup plus diverses. Alors, tu as parlé... l'une des voies de cette évolution vers des jardins beaucoup plus complexes, beaucoup plus libres, finalement, dans lesquels on laisse s'installer différents types de végétaux, dans lesquels on laisse leur place à des adventices, eh bien, la permaculture s'inspire un petit peu de ces affaires-là. Et voilà, ça, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un jardin urbain, c'est quelque chose à partir duquel on va tirer une production dont on va s'alimenter. Et voilà, c'est tout un courant vers une agriculture plus naturelle, que d'ailleurs on va retrouver pas seulement dans les jardins urbains, mais de plus en plus avec la transition agroécologique dans les campagnes aussi. Mais c'est un autre débat, qui d'ailleurs est tout à fait intéressant et rapproche dans une institution comme AgroParisTech les écologues des agronomes. Voilà. Donc là, on a véritablement, y compris dans quelque chose de très technique, l'agriculture, et on a cette tendance à laisser s'exprimer un petit peu, se mettre en place des choses beaucoup plus biodiverses, beaucoup plus libres. Et bon, c'est une tendance qui est tout à fait intéressante, en particulier pour la biodiversité. Voilà. L'autre volet aussi, c'est que cette tendance porte sur la réduction des pesticides. Hein, c'est un sujet d'actualité en ce moment. Et d'ailleurs, les espaces urbains ont leur rôle à jouer aussi dans un monde
beaucoup moins aspergé de pesticides qu'il ne l'est actuellement. Et ce mouvement de l'agriculture naturelle s'inscrit aussi dans le souci de moins dépendre de produits chimiques pour contrôler les bioagresseurs. Alors enfin, troisième forme de liberté laissée au végétal, on a aussi beaucoup de mouvements, d'associations, d'initiatives locales vers une nature là qui carrément pousse sur le macadam directement. Donc on a choisi ici d'illustrer à travers quelques images, je ne vais pas toutes les commenter, mais là vous avez la rue Chalopin à Lyon, dans laquelle les habitants ont décidé de végétaliser les fissures dans le macadam, carrément. Voilà, et puis tout ce qui se passe autour des pieds d'arbres, pour lesquels là ici on est en train d'essayer de faire pousser des légumes. Voilà. Et alors là, par rapport à notre thème de conférence sur la place de l'humain dans l'éco-conception, on est là vraiment dans un mouvement où les citoyens s'approprient finalement l'espace public pour y faire vivre leur perception finalement de ce qu'est la nature et agissent donc ces citoyens, ces citoyennes directement sur l'espace urbain, y compris quand c'est du macadam. Voilà. Et alors là, ça pose toute une série de questions, et en particulier du lien entre public-privé, finalement, espace public, espace privé, et du rôle des institutions. Peut-être qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi, il faut quand même pouvoir continuer à circuler sur les territoires. Et donc, il y a des ajustements à faire entre ce qui vient de la base, finalement, les initiatives citoyennes, et ce qui ressort de l'institutionnel, des gens qui gèrent les villes ou qui font les règlements. Alors un autre volet, je terminerai là-dessus aussi, un autre point de vue qu'on peut avoir sur la place du citoyen dans l'éco-conception, qui est une tendance qui se développe pas mal actuellement, et puis Isabelle Richard l'a particulièrement bien illustré, c'est tout le domaine de la science participative. Et dans plein d'affaires, voilà, les citoyens participent aussi à la construction de la connaissance avec, je ne veux pas dire au bénéfice d'eux, mais avec les chercheurs et les chercheuses. Et voilà, on peut citer plein d'exemples, peut-être quelque chose qui concerne pas mal, au moins une partie de la région parisienne, c'est le suivi d'espèces invasives. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous, vivant dans la banlieue parisienne, ont constaté l'apparition depuis une dizaine d'années, je pense, un peu plus maintenant, de perruches vertes, dont on s'inquiète beaucoup de l'impact qu'elles peuvent avoir sur les écosystèmes d'origine, enfin qui est préexistant, hein, c'est difficile de parler d'origine. Et donc, est-ce qu'elles ne prennent pas la place des petits oiseaux? Est-ce qu'elles ne sont pas responsables de la diminution d'écureuils, par exemple, puisqu'elles occupent un peu les mêmes niches écologiques? Toute une série de questions pour lesquelles les chercheurs du muséum vont s'appuyer sur les citoyens pour leur demander de faire des suivis, faire remonter de l'information. Et donc, il y a aussi, par rapport à la perception de la nature, un courant qui consiste à associer les citoyens dans un mouvement de recherche, finalement, dans une démarche de recherche pour mieux comprendre le fonctionnement écologique de la ville. Alors, cette agriculture urbaine, et là je crois que Isabelle en a déjà parlé, donc je vais passer un tout petit peu plus rapidement, mais on en attend de cette nature en ville un certain nombre de fonctions. Donc il y a déjà des fonctions sociales, donc là à nouveau l'humain au cœur de l'affaire, donc des fonctions voilà, qui de plus en plus prennent de l'importance, et pour lesquelles on va faire jouer à la place du végétal en ville un rôle de socialisation. Et donc installer au pied d'une barre d'immeuble un jardin partagé, c'est quelque chose qui, on s'en aperçoit, a beaucoup plus d'effet finalement qu'on en attendait au départ. Il y a bien sûr le lien social qui s'installe avec les gens qui ensemble vont se mettre à cultiver le pied de l'immeuble. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un nouveau regard qui est porté sur les espaces verts au pied de l'immeuble et qui sont beaucoup mieux protégés. Quand c'est une pelouse ou quelques arbres plantés ça et là, bien finalement on n'y fait pas trop attention. Quand c'est quelque chose sur lequel on travaille pour en tirer une production, si c'est un jardin, eh bien tout de suite il va y avoir une prise en charge beaucoup plus intéressante et un respect beaucoup plus important de l'espace vert. Donc il y a plein d'initiatives autour de cela. Et puis voilà. Alors toujours dans la rubrique fonctionnalité, toujours en privilégiant la place de l'humain dans cette affaire-là, on a tout le rôle que la végétalisation, la culture, s'occuper des plantes, tout le rôle que cela peut jouer autour soit de la santé, soit aussi de l'éducation
des jeunes générations à travers au moins 2 aspects. Le premier, c'est apprendre à respecter la nature, tout simplement. Et c'est mieux de le faire en ayant de la nature entre les mains, quelque part. Et puis, il y a aussi une éducation à comment s'alimenter. Donc, quand on fait un jardin associatif, quand on produit des légumes, voilà, il y a toute une réflexion sur la place du légume dans l'alimentation, tout simplement. Je trouve ça beaucoup plus efficace que de répéter ad nauseam le slogan « il faut manger 5 fruits et légumes par jour ». Voilà, je crois que Isabelle avait d'ailleurs cité Veni Verdi, je pense, dans son exposé, hein, cette association qui veut justement s'appuyer sur ces expériences de naturalisation de gestion de la nature pour l'éducation, dans un cadre éducatif. Et enfin, bon, les fonctions, l'humain aussi, il y a la santé de l'être humain dans la ville. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur l'impact de l'environnement urbain sur notre propre santé. Et voilà, donc on attend par exemple en matière de qualité de l'air des effets positifs de la végétalisation des murs ou des toits. Et puis après, au-delà de ça, il y a aussi l'aspect environnemental avec le rôle que cette végétalisation des bâtiments peut jouer sur l'îlot de chaleur urbain. Mais là, on s'écarte un tout petit peu du sujet central de la conférence, même si voilà, agir favorablement pour l'environnement, c'est bon pour l'humain. Donc, donc on le voit, pour conclure, de multiples... Enfin, d'abord, une tendance importante d'évolution, à mon sens, de la manière dont on perçoit la nature en ville. Et je pense encore une fois que le mot de Christine Aubry, on lâche la bride au végétal, traduit bien cette tendance. Et puis, deuxième élément, un rôle que finalement la végétalisation de la ville, la réinsertion d'un végétal libre, certes, mais beaucoup plus présent dans la ville, ça a beaucoup d'effets positifs sur la manière dont on vit la ville, en fait. Voilà. Je te repasse la parole, Nathalie, je crois, pour une dernière diapo un peu de conclusion, que je vais te laisser le soin de présenter. Merci. Oui, donc finalement, comme disait Jean à juste titre, hein, la nature n'est ni bonne ni mauvaise, elle est, et il faut la prendre en tant que telle. Et donc, finalement, on va poser 2 grandes questions par rapport à ce paradigme de la végétalisation ultra maîtrisée. Hein. Finalement, jusqu'où, c'est-à-dire jusqu'à quel coup peut-on accepter cette maîtrise, hein. Là, c'est un petit exemple, un clin d'œil, le jardin du Luxembourg. Vous savez que le jardin du Luxembourg, on a un jardin à la française avec des marronniers. Et les marronniers, ça fait un moment qu'ils ne sont pas bien du tout, les marronniers, parce qu'ils ne sont plus adaptés à la ville, la sécheresse, la chaleur, voilà. Et pour avoir discuté avec eux un certain temps, c'est très difficile l'idée de dire, c'est plus les marronniers, on va imaginer changer d'autres espèces plus adaptées, une réflexion de fond. Ce qu'ils faisaient jusqu'à présent, c'est pour vous dire, enfin c'est vraiment emblématique, hein, quand il y avait un marronnier qui disparaissait, eh bien pour que les sénateurs, en ouvrant leurs fenêtres, voient toujours le même décor, eh bien on allait chercher un marronnier équivalent en taille ailleurs. Vous imaginez le coût que ça représente. Et ça, à un moment donné, le système, il faut le changer, il faut imaginer autrement. C'est-à-dire qu'on peut combiner des jardins à la française avec une réflexion plus sur cette évolution. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil. Voilà. Donc la question de la responsabilité dans la végétalisation, qui est responsable de la maîtrise? Est-ce que c'est l'aménageur, le service des espaces verts? Ou voilà, est-ce que c'est les habitants? Voilà, qui participe à ça et comment cette évolution elle se fait? Jusqu'à quand? Est-ce que finalement c'est une attitude qui est tenable face au changement climatique, hein? Comme disait Christian au départ, hein, c'est plus 3 degrés qui est attendu, mais dans les villes c'est beaucoup plus. Et donc, à un moment donné, quel est le végétal le plus adapté à un contexte donné? Voilà. Et du coup, et ça je pense que c'est un message vraiment fort qu'il faut que tout le monde entende, c'est illusoire de pouvoir tout maîtriser à l'avenir. C'est illusoire. Donc il va falloir aller travailler avec cette nature, travailler avec ses propres compétences, son organisation propre, pour aller vers quelque chose qui va nous aider à répondre à toutes ces problématiques. Voilà, donc le message, ici, c'est finalement, est-ce qu'on n'a pas
intérêt à laisser un certain degré de laisser-faire dans la végétalisation urbaine, qui pourrait permettre d'acquérir des connaissances sur qui s'adapte et où, en rendant des services, avec un peu plus d'humilité. On ne pourra pas tout prévoir, mais finalement, avoir des systèmes diversifiés, ça permet d'avoir une solution, la solution, qui sera attendue dans un monde changeant dont on ne sait absolument pas ce qu'il sera. Et donc, mais ça demande évidemment une certaine révolution culturelle pour les aménageurs, les élus, les habitants et aussi les scientifiques. Voilà, merci beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher d'ajouter un mot, je suis désolé. Tu parles de révolution culturelle. Je pense que c'est très bien trouvé, car le vénéré président Marot avait cette phrase souvent qu'il répétait, que 100 fleurs s'épanouissent, qui est particulièrement appropriée au thème d'aujourd'hui. Merci, on le mettrait au compte-rendu de la journée. Est-ce qu'il y a une petite question et observation? Oui, Lorraine ici. Ah. Vous êtes tous les deux des spécialistes de la pédagogie. Comment est-ce qu'on fait pour éduquer toute une génération, toutes les générations à venir, et puis encore plus ceux qui ont déjà fait leurs études, sur le fait que la nature en ville, ça peut être moche, parce que c'est un des gros problèmes des espaces, des services espaces verts qui aujourd'hui doivent se battre en disant, certes, les espaces diversifiés, c'est nécessaire, mais ils n'arrivent pas à faire comprendre que oui, ça peut être moche, mais c'est de la biodiversité qui peut être utile à tout le monde. Donc voilà, est-ce que le côté esthétique et le côté biodiversité fonctionnelle, on arrive à le faire comprendre de manière pédagogique dans les échanges que vous pouvez avoir vous tous les jours? Alors, est-ce qu'on y arrive? Ça, je ne sais pas si on peut y répondre. En revanche, je pense que la clé de l'affaire, pour amener les jeunes générations à avoir une vision beaucoup plus, favorable vers une végétalisation spontanée, c'est d'essayer de bien faire comprendre que derrière la végétation spontanée que l'on observe, il y a une structure très importante. Et c'est le concept d'écosystème. Et que donc derrière cette végétalisation spontanée, des communautés de plantes se mettent en place, qui interagissent les unes avec les autres. Ces communautés de plantes, à leur tour, hébergent un certain nombre d'insectes, ou d'autres animaux, ou d'oiseaux, ou toute une série d'animaux, que ces animaux eux-mêmes servent de nourriture à d'autres à un niveau plus élevé. Et donc, je pense que, en faisant passer cette notion qui en plus est sur le plan éducatif très riche, c'est-à-dire ça éduque à l'approche systémique des choses, au fait que ces systèmes qui en apparence sont désordonnés, derrière un certain ordre les sous-tend, et ça c'est quelque chose qui est important d'enseigner et qui a des valeurs, des applications dans plein d'autres domaines que la seule écologie. Donc voilà, c'est la réponse que spontanément j'ai envie de te faire à ce niveau-là. Après, je suis d'accord avec toi, la tâche est immense, mais je pense que quand même les esprits changent. Alors moi, je compléterais, Jean, en disant qu'il faut passer aussi par l'émotion. Le fait de remettre des gens dans un contexte un peu où on redécouvre, tiens, on s'amuse à essayer d'imaginer les senteurs, on ferme les yeux et puis on sent des choses. C'est des choses qui éveillent des choses. Voilà, c'est un point de départ. Et après, c'est évidemment accompagner ce point de départ en réexpliquant que tout ça, ça marche et que finalement, la nature, elle a sa propre autonomie, sa propre auto-organisation, que finalement, elle n'est pas si mal que ça. Voilà. Il y a après, on peut faire des jeux de rôle, on peut faire, voilà, il y a tout à fait un ensemble. Mais c'est les méthodes pédagogiques, mais effectivement. Mais je dirais que le point de départ, il faut capter les gens sur quelque chose qui peut, traduire quelque chose qu'on a dans la tête et qu'on a peut-être un peu oublié. Je profite aussi je vois que Rodolphe Coulon de Vinci Construction Terrassement est dans la salle. Pour lui laisser la parole, parce que Vinci Construction Terrassement a récemment lancé une initiative qui va permettre aussi de lâcher la bride environnementale sur vos projets. Tu veux en dire un peu plus? Merci Maxime.
Pardon. Donc, je suis Rodolphe Coulon, le directeur technique d'EcoVivo. Et donc, pour certains qui étaient au courant de l'information, je voulais vous faire un petit rappel. Vinci Construction a lancé une offre de travaux en génie écologique pour restaurer les écosystèmes dégradés ou non, pour améliorer la fonctionnalité écologique des projets, aussi bien en trame verte et bleue. Et de ce fait, le fait d'être ici, je pense qu'on, vu l'introduction de Christian sur les sujets de la 7e recherche, je dirais qu'il y a un point qui est hyper important pour nous, c'est qu'on travaille sur la fonctionnalité et les services rendus. Ça a été évoqué avec les différentes présentations. Et puis, c'est remettre la co-construction, alors avec différents interlocuteurs. Vous avez parlé d'aménageurs, de services d'entretien des villes, de chercheurs, d'enseignants. Et je pense qu'on est une des briques ou une des composantes qui va permettre de redonner du sens à des écosystèmes qui étaient dégradés. Alors, on n'est pas vraiment en ville, même s'il y a quelques projets qui sont à l'interface, mais je dirais que travailler en milieu rural, c'est le début de la ville. Donc, si on remet de la biodiversité, des fonctionnalités plus écologiques et plus naturelles dans ces milieux qui sont dégradés, on obtiendra gain de cause, on contaminera de manière positive les nouveaux enseignants, les nouveaux chercheurs et les nouvelles têtes pensantes dans ce domaine. Donc l'objet, c'était pas de faire un interlude, même si c'est toujours intéressant. Je dispose de quelques plaquettes et je suis à votre disposition si vous êtes intéressé pour échanger sur le sujet.